Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles avec une playlist ce mois-ci très sympa puisqu'il figure mon gros coup de cœur de ce début d'année, un Xianxia qui fait presque tout bien comme Love Between Fairy and Devil, mais aussi le retour des Coréens dans le top alors que ça fait quand même un petit moment qu'ils n'y figuraient pas. Allez, c'est parti, les tops. The Starry Love. Ah, quelle joie que la trilogie du miel se termine en beauté et non dans le vinaigre et la mélasse avec un Xianxia bourré de charme et d'inventivité, et ce malgré une réal parfois contestable au niveau des plans, de la photo et des filtres. Les acteurs et les scénarios font de ce truc une vraie bouffée d'air frais, comme avait pu l'être Love Between Fairy and Devil. Détail amusant, Oliver Chen, que l'on retrouve enfin à son top depuis Goodbye My Princess, avait été approché pour jouer le rôle de Dongfang Chingsang, mais avait choisi le drama Starry Love à la place. Tant mieux parce que, de même que je ne peux imaginer quelqu'un d'autre que Dylan dans Love Between Fairy and Devil, Oliver était l'acteur nécessaire à ce drama puisqu'il se retrouve à incarner 4 voire même 5 personnages, qui plus est avec sa propre voix, ce qui perturbe au début quand on pense à Goodbye My Princess, mais par contre devient un atout car il va en effet changer de voix et de ton pour incarner chacun de ses personnages. Si malheureusement vous n'aurez aucun caméo d'Ashes of Love, on y retrouve dans ce drama les décors, salle du trône et chambre, ainsi que la compositrice toujours merveilleuse qui nous donne d'excellents titres avec ses complices habituels. J'ai vendu à Aurélie ce drama comme un cross entre Oh My Sweet Liar et 10 Miles of Peach Blossom, donc forcé que j'aime ce drama. L'intrigue repose sur un échange de mariés alors que 2 sœurs du royaume mortel ont été promises, l'une au prince héritier des Célestes et l'autre à celui des démons. On a donc une sœur en blanc, une Miss parfaite mais pas bitch, guérisseuse et affectueuse, et une sœur en violet qui est séquestrée depuis sa prime enfance car considérée comme née sous une mauvaise étoile et portant malheur. Ça en fait une rebelle mais pas pour autant une saloperie, et oui, ce sera notre héroïne, et oui, elle est formidable et interprétée par Landy Lee, que j'avais beaucoup aimé dans Dreaming Back to the Qing Dynasty et retrouvée ici avec beaucoup de plaisir. La relation entre les 2 sœurs est un plus énorme dans la série qui passe mais alors haut la main le Bechdel test. Mais on a aussi une flopée de personnages sympathiques et de bons acteurs. Un micmac va donc faire que, en parfait yin-yang, la Miss Parfaite se retrouve chez les démons où c'est toujours le bordel et la rebelle chez les célestes qui sont toujours aussi coincés du cul. Vous allez détester de sa race les 3 pairs de la série, même si le champion toute catégorie restera l'empereur du ciel, mais rassurez-vous, il y aura des surprises, et la première étant qu'il y a plus de gens sympas finalement que prévu chez les célestes, et même chez les démons. Et puis que les sœurs sont solidaires à la vie à la mort, et puis que les séries chinoises font mieux que certains de nos films récents occidentaux, la rédemption et les dysfonctionnements familiaux. Et puis surprise, vous allez mais alors franchement rire, c'est une grosse comédie bourrée de gags, mais aussi pleurer quand même parce que des émotions il y en aura. Parlons-en des émotions avec ce prince héritier joué par Oliver Chen donc, qui comme notre hiéroi des familles est perpétuellement sacrifiable à la gloire de son papa et qui avait besoin, mais vraiment besoin, de croiser une fouteuse de merde qui sera finalement sa seule bonne étoile, lui qui règne sur tous les astres. J'ai passé mon temps quand je ne riais pas à applaudir la symbolique et l'inventivité de la série qui regorge de scènes mémorables, à une BO évidemment au poil, et m'a tenu en haleine tout le temps de sa diffusion vu les rumeurs autour de la fin de la série. En espérant vous en parler en long et en large et plus en détail un jour sur la chaîne, j'ai juste adoré, et cette série va donc rejoindre sans problème la liste de mes séries chouchou. Malgré, comme dans Love Between Fairy and Devil, une fin un chouïa bâclée, j'ose le dire. Bad Romeo. Une fois n'est pas coutume, depuis l'exception F4 l'année dernière, j'ai fini par échouer sur une série taille, et alors j'ai franchement adoré le voyage. Alléché par un montage sur YouTube, j'ai tenté la série, et même si l'acteur principal a des côtés un peu beaufs, il colle quand même parfaitement avec son rôle de garagiste au grand cœur au début de la série. Le couple qu'il forme avec la sublime Yaya est incandescent, et cette histoire de quiproquo et de vengeance entre une pauvre petite fille riche et un garçon à l'histoire familiale compliquée est un cocktail explosif qui alors n'a peur mais de rien, avec des twists assez culottés. Bref, c'est pas la Chine ni la Corée, donc on ose tout, et c'est bougrement, fichtrement sexy. Les persos se rencontrent alors que la Miss veut se débrouiller toute seule comme une grande, loin de la férule psychorigide et exigeante de son papa millionnaire, et donc en moins de 24 heures va perdre tous ses papiers et son pognon. Elle échoue donc dans un appartement qui appartient normalement à la petite amie du mec, qui se demande ce qu'elle fout là et qui découvre surtout que sa petite amie est une bitch qui le trompe pour un garçon plein aux as. Le départ entre les deux n'est donc pas folichon,
relation, mais pendant une longue discussion alcoolisée, ils échangent beaucoup de choses et surtout leur ADN, car ça se fait à la Titanic dans une bagnole et au passage mademoiselle tombe en cloque, ce qui forcera un rapprochement alors qu'il n'aurait jamais dû rester en contact. Comme il adore les mômes, il la supplie de garder le bébé et de le lui confier à la naissance, et le temps de la grossesse à la Cambrousse chez son père adoptif, les deux tombent follement amoureux, mais comme vous vous en doutez, baboum, tragédie, quiproquo, et là elle le croit mort, il la croit salope, et quand il se retombe dessus 7 ans plus tard, il est devenu riche et calculateur et a décidé de la faire souffrir. Ça promet, et en effet les promesses sont tenues. Un mélo spicy qui se termine bien, alors foncez. The Forbidden Marriage. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas mis un drama coréen dans le haut du panier, et ben voilà, c'est chose faite, et bizarrement, ce sera un saguk alors que je les trouve souvent assez fadasses et pas originaux. Et ben j'ai adoré celui-ci qui m'a plaisamment surprise de bout en bout, y compris dans mon investissement, car au début j'étais furieusement team deuxième personnage masculin avant de me faire rattraper par le roi sans le voir venir. Époque Joseon donc, le prince héritier a perdu son épouse qui s'est vraisemblablement suicidée et inconsolable, il refuse de se remarier, ce qui entraîne une interdiction pour tout le pays tant qu'il n'aura pas trouvé chaussure à son pied. C'est donc la désolation et une crise sentimentale et probablement de natalité dans le pays, et c'est là qu'intervient une arnaqueuse fouteuse de merde, diseuse de bonne aventure et magouilleuse qui en fait a une identité secrète un peu plus compliquée. Après un concours de circonstances, et pour sauver ses miches, elle va inventer le fait de pouvoir communiquer avec l'esprit de la princesse héritière, et du coup le prince héritier, qui entre-temps est devenu le roi, ne la lâche pas, reprenant goût à la vie à son contact. Il est en vérité franchement odieux au tout début, vraiment les premiers épisodes je ne chippais pas, et c'est vrai que juste à côté on a un chef des gardes chouchou à souhait qui croit reconnaître en la fiancée sur laquelle il avait flashé, mais qu'on lui a carotté le jour des noces lorsqu'est tombée la fameuse interdiction. Il va passer son temps à essayer de la protéger, et notamment du roi, au tempérament volatile. Le perso féminin est vraiment super attachant et c'est très drôle, notamment autour de l'histoire des livres porno que la fille va distribuer au roi et aux gardes du corps qui ne vont jamais s'en remettre. On continue avec The Origin of Eternity. Mini-drama, pas forcément emballant au premier épisode, avec un immortel en pleine préparation dans sa cultivation pour devenir empereur du ciel, qui va éveiller à la vie avec une goutte de son sang un petit iris sauvage. Comme la fille tombe red dingue de lui, elle le stalk et le poursuit de ses assiduités, mais a priori il lui prête peu d'attention jusqu'au moment où elle se porte volontaire pour participer à sa série de tribulations chez les mortels en vue de sa purification. Du coup, c'est parti pour 2 réincarnations où elle va lui en faire bouffer des ronds de chapeau, dans une partie secte et vengeance, puis dans une partie où elle est impératrice d'un royaume ennemi au sien, et la petite chose se révèle bougrement efficace. D'abord, notamment grâce à l'acteur Yang Ze, qui l'est régulièrement dans plein de mini-dramas où il a démontré son talent, et surtout avec des scènes de baisers très réussies. L'actrice est au casting d'un autre drama ce mois-ci, dans un rôle de bitch insupportable, aux antipodes donc de ce rôle où elle est très jolie, mais aussi avec une belle variation de jeu à suivre donc. Warm on a Cold Night. Pas forcément emballé non plus que ça au premier épisode, j'ai fini par me laisser porter par l'histoire et surtout par le couple adorable sur fond d'histoire fantastique matinée d'enquête policière. Les acteurs sont tous bons là-dedans, même si le perso féminin proche de la caricature joué par Lee Yi-tong a des côtés franchement énervants, mais entre Bi Wen-jun qui a un charme fou, le petit perso secondaire, le charisme de Yang Choo-ze, Liu Tae dans un rôle surprise et mon chouchou qui est le parrain joué par Wang Mao-lei, la série présente beaucoup d'atouts. On est donc dans un royaume a priori constitué d'êtres humains normaux, sauf qui transitent des habitants d'un royaume plus ou moins voisin avec une longévité exceptionnelle, une surpuissance et un caractère animal qui les apparente au loup. Le prince de ce royaume voyage incognito à la recherche d'un de ses frères, mais tombe pendant son enquête sur une détective têtue et casse-couille, mais non dénuée de jugeote, qui tiendrait davantage du lapin. Bref, c'est Zootopia ce truc. La fille a une faiblesse pathologique qui la fait souffrir du froid et donc une santé chancelante, mais v'là-t-il pas que le garçon est son remède et que chaque fois qu'elle le touche, elle se refait une santé. Au début, ils ralotent, mais au fur et à mesure de leurs enquêtes, puisqu'ils vont finir par devenir partenaires, ils s'attachent profondément l'un à l'autre et tout le monde, hormis le gentil prince du royaume de la fille qui est amoureux d'elle depuis l'enfance, les ship à mort, nous y compris, tellement toutes leurs scènes sont adorables. De l'angst, il y en aura et j'ai été aussi émue par cette série, car évidemment leur
amour est impossible, because lui prince Duracell et elle roturière condamnée à une vie limitée. Mais ce sera tout de même un happy end et sans être parfait, c'est ma foi au final une bonne petite série distrayante qui vaut pour son cast. High Venus. Autre série rafraîchissante sur le plan des clichés, celle du PDG qui doit en faire baver du rond de chapeau à une fille pauvre malchanceuse, parce qu'ici le PDG qui jurait vengeance est en fait un gars bien tout du long et que le duo, composé de Joseph Jong et Lian Tie, qui avait déjà bossé sur Time Flies and You Are Here, fonctionne très bien aussi à l'époque moderne sur une série à contexte médical. Fraîchement promu patron de l'hôpital sous contrôle de sa riche famille, le perso masculin s'est prévu un petit week-end de pêche à la campagne, sauf que tempête et coulée de boue aidant, il déboule une chèvre dans les bras à l'hôpital de Cambrousse où a été exilée une pédiatre qui joue vaguement les secrétaires et cuistots pour ses patrons. Elle le prend pour un sale type arnaqueur et comme il n'a ni papier ni argent, lui colle toutes les corvées les plus dégueulasses histoire de payer son séjour. Il a beau insister être plein aux as, rien n'y fait. Elle le prend également pour un mytho, mais le temps de sa torture, il remarque qu'elle a bien d'autres qualités et elle se sert incidemment de lui pendant qu'il est bourré pour faire croire à sa mère qu'elle a un petit ami. Une fois revenu à la ville, il la fait revenir à l'hôpital, mais pas a priori pour une promo, soi-disant pour se venger d'elle en faisant son assistante. C'est la pétaudière à l'hosto et il sera en fait en train de la protéger et veiller sur sa carrière. Et c'est donc un personnage tout sympa dont on hérite dans ce drama, avec des parents hyper sympathiques également, notamment la maman. Et ce type est même prêt à passer l'épreuve ultime des contractions sous électrochoc de la grossesse. Très mimi, même si ça traîne un petit peu sur la fin. The Alchemy of Souls, saison 2. Alors on était resté à la fin de la saison 1 sur l'assassine transféreuse d'âme qui se sacrifiait pour pouvoir donner au mec ses super pouvoirs. Du coup, il est cheaté, certes, mais inconsolable. Coup de bol, l'âme de la nana est partie ailleurs, en l'occurrence sur une fille enfermée par sa famille, qui quand elle tombe sur le mec fait une fixette directe sur lui sans savoir pourquoi, vu que dans les soirs, l'héroïne a perdu la mémoire pendant le transfert. Mais bon, elle décide de l'utiliser pour échapper au mariage arrangé par sa famille en le choisissant comme fiancé. Bien sûr, il n'est pas content au début, car il pleure toujours sa chérie sans savoir que c'est elle qui vient de retrouver, oh, délicieuse ironie, et bien sûr, il leur faudra un bon moment pour arriver à se reconnaître. J'appréhendais beaucoup le changement d'actrice et c'est finalement très bien passé. Par contre, le perso a tout de même beaucoup changé, car ce n'est plus l'héroïne badass, mais une fille ingénieuse, certes, mais beaucoup plus ingénue. Bizarrement, j'ai tout de même cru à leur couple et été ravie de les voir réunis, vu que je n'étais là que pour ça, car comme dans la première saison, je me fous un peu de ce qui se passe autour du couple principal. Le niveau de la prod reste bon, ainsi que les acteurs. Dommage, quelques séries qui avaient du potentiel ou des qualités, mais qui ont viré pas super à la fin. Love at Second Sight. Ça commençait très bien avec un ancien couple qui se retrouve après leur séparation pas nette, 5 ans plus tôt, lorsque la fille largue au téléphone son petit ami depuis le lycée qui vient de se faire tabasser et arnaquer sur son projet informatique, soi-disant parce qu'elle veut un petit ami plein aux as. Du coup, devenu un patron qui a réussi et donc plein aux as, il est prêt à se venger de la soi-disant croqueuse de diamants qui, au shocking, est en fait une petite employée toujours célibataire, en fait en galère entre retrouver ses parents biologiques qui l'ont abandonné enfant dans un orphelinat et régler les dettes de son père adoptif dont les conneries n'ont pas pu sauver la maman malade à l'hôpital. Mais ça, bien sûr, Pepper n'est pas au courant et il se montre à la fois vénère, mais surtout toujours très épris et avide de relancer leur couple, tandis que Mémère campe sur ses positions de no passaran. La vérité est que le mec fait le show, tandis que l'actrice n'est pas vraiment transcendante et que tu peines à penser qu'elle a en fait toujours été amoureuse du type. Ça s'essouffle franchement au fur et à mesure, même si le début est très bon. Taste of Love. Très bon début aussi pour ce drama où une ex-star d'un groupe de C-pop a été virée par une de ses collègues bitch, la choupinette de Origin of Eternity, la voilà, et donc a été cancelée pour des choses qu'elle n'a pas faites. Devenue une fille ordinaire, elle a noyé son chagrin dans la bouffe, a pris donc du poids et bosse comme livreuse dans un restaurant, tout en versant des larmes chaque fois qu'elle voit à la télé la bitch et le garçon dont elle a été amoureuse et que les médias veulent absolument fiancer. Lors d'une de ses livraisons, elle atterrit chez un producteur psychorigide pour lequel elle est amenée à faire la cuisine vu qu'elle a mangé son petit plat, et comme il n'arrive pas à retrouver du personnel tellement il est exigeant, il l'embauche conquis par le petit plat en question et elle devient sa gouvernante et femme à tout faire. Et très vite, malgré les kilos, il va tomber amoureux d'elle alors que, ironie du sort, il était obsédé par la bitch et détestait l'héroïne qu'il avait rencontrée autrefois et avec laquelle il avait eu des embrouilles, et parce que elle était l'ennemie
l'ami de son idole. Comme elle est aussi tombée amoureuse de lui, elle décide de se sauver et de se reprendre en main et revient donc 3 mois plus tard, on rêve, 3 mois, avec son best body et l'agnac, sauf que techniquement, elle lui a menti sur son identité et potentiellement, il va mal le prendre. J'ai apprécié que le personnage masculin tombe amoureux de la fille malgré les kilos en trop et très honnêtement, l'acteur principal fait un excellent boulot dans toute la série. C'est quasiment à ne voir que pour lui et ses expressions. My neighbor can't sleep. C'est très mignon au début avec une jeune étudiante qui vient d'emménager avec ses parents dans une baraque dont le voisin est un pianiste insomniaque qui passe donc ses nuits à jouer du piano. Comme elle en a marre du bruit, elle rentre chez lui par effraction pour lui demander d'arrêter, mais comme boucle d'or, s'endort dans son lit. Et là, miracle, le type, sans savoir qu'elle est dans son pieu, parvient à s'endormir comme un bébé dès qu'il se glisse au lit. Du coup, deal et arrangement le lendemain pour qu'elle accepte de lui servir de somnifère le temps qu'il se refasse une santé, c'est complètement con. Le tout sur fond de piano et de trauma, et bref, c'est tout sucre tout miel, mais beaucoup trop long vu le scénario. Ça finit par être ennuyeux, le comble quand on parle d'insomnie. En plus, pour le coup, le personnage masculin n'est pas franchement engageant, donc on a du mal à comprendre comment elle tombe tellement amoureuse de lui. Bon, c'est sans plus quoi. What the fuck? Retour des japonais avec un truc pas possible, même si heureusement très court, parce que là je n'en pouvais plus. Alors pour le coup, je vais user et abuser du mot toxique avec harcèlement au travail, malaise et passif-agressif. Je ne sais même pas comment on peut arriver à nous vendre ce truc en romance avec un happy end. C'est non, non et non. Une jeune femme se retrouve à cornaquer 2 godelureaux qui déboulent dans sa boîte et qui ont un pari kékette ou je sais pas quoi, vu qu'ils se lancent tous deux de manière agressive dans la conquête de la fille, qui est tout de même leur supérieur hiérarchique, je le rappelle. Et que je te coince dans une salle de réunion et que je te plotte dans les couloirs, en mode bad cop, good cop, sauf qu'évidemment le bad cop est le plus rapide à la détente pour mettre la fille dans son pieu, et le lendemain, avec une grande élégance, il est barré avant qu'elle se réveille, ou alors une autre fois, il la vire carrément. Et elle en redemande cette cruche. Mais ça m'a consternée, mais d'une force, sans parler d'une scène vaguement triolisme dans un placard dont je ne suis même pas sûre si elle a eu lieu ou si elle est fantasmée, parce que personne n'y fait plus allusion après. Donc faut arrêter le saké les mecs, c'est juste pas possible. Les flops de Journey of Chong-Tze. Alors autant Starry Love est un scientia comme je l'ai chéri, autant dans son utilisation des clichés que dans ses originalités, mais alors là, je demande tout de suite où est le gaz. C'est pas compliqué, on est sur une ambiance Journey of the Flower avec Shifu en blanc qui fait la gueule et fille démon malgré elle que tout le monde veut buter, sauf que Journey of the Flower avait beaucoup de what the fuckery qui avait au moins le mérite de te faire marrer, des personnages secondaires attachants et surtout une héroïne engageante incarnée par Zanilia, et alors là, rien de tout ça. C'est pesant, lourdingue, beaucoup trop sérieux, voire carrément sinistre, et tout le monde fait la gueule sans cesse. Bref, comme toi derrière ta télé quoi. Je ne sais même pas pourquoi tous les mecs font une fixette sur l'héroïne tellement alors elle n'a rien d'intéressant et une personnalité abrasive, attire la tronche du début jusqu'à la fin. Je me suis barbée d'une force. Donc comme d'hab, patati patata, une fille avec un souffle démoniaque, mais Bichette n'en sait rien, est récupérée comme seule disciple d'un super Shifu paré de toutes les vertus qui la protège coûte que coûte, sauf quand il lui fait du mal ou carrément la bute pour d'autres raisons. Comme elle se réincarne, zou on remet ça, et donc il y a un moment où Bichette comme nous en a plein le cul et se barre pour le coup chez les démons, d'où elle pourrait décider de tout faire péter, mais même pas. Elle continue de se faire manipuler à droite, à gauche, soit par le Shifu, soit par les démons. Ok, il y a Jeremy Tsue, et j'aime beaucoup Jeremy Tsue, mais alors il est inexpressif dans cette série, et il n'y a rien là-dedans de sexy ou de sympathique. Alors je la ship avec tout le monde, si vous voulez, mais surtout pas avec son Shifu, et pourtant j'adore Jeremy Tsue. Ce truc est une vraie purge. Night of the Rose. Pas un mauvais pitch à la base, avec une ancienne soldate qui devient l'assistante / garde du corps d'un PDG psychorigide. Oui, ça changeait, mais en fait le rendu n'était pas emballant et ça m'a pas emballé. J'ai trouvé ça creux, pas original, et les acteurs ne sont pas géniaux non plus. Beautiful Secret. Alors si vous avez vu Because of Meeting You avec Dong-Loon, c'est plus ou moins la même histoire, mais cette fois dans le monde de la chanson, avec la fille d'une chanteuse perdue dans l'enfance et amnésique, récupérée par une famille adoptive et une sœur adoptive bitch qui essaie de tout lui piquer et est jalouse de la Cendrillon qui a tous les talents et la gentillesse et la beauté, etc. etc. Dans l'affaire, Peter Ho, qui est la seule raison de regarder cette patouille, vu que Victoria Song n'est décidément pas une actrice phénoménale
et que l'histoire m'a gavé très rapidement. Le perso n'était pas assez intéressant pour que je m'inflige autant d'épisodes de Princesse Sarah, et dans un drama sur la chanson, franchement les chansons n'étaient pas terribles. Les Nigni d'or. Meilleur acteur. Oliver Chen, je ne pouvais pas ne pas mettre mon chouchou de Goodbye My Princess à l'honneur, alors qu'il a fait un excellent boulot sur The Starry Love, tant au niveau du jeu que de la voix. Alors vous aurez forcément votre préférence parmi toutes les facettes qui nous sont proposées dans ce drama, mais n'empêche qu'il est difficile de détourner le regard, alors qu'il embrasse avec autant de sérieux les pires bouffonneries et la classe internationale du prince héritier bon élève. Un bonheur que ce personnage passionnant que j'avais envie de protéger à tout prix. Accolade également à Mario Maurer qui fait un excellent travail dans Bad Romeo, car on est à fond dans une série qui pourrait franchement virer au ridicule, mais il assure autant en choupinou victime qu'en anti-héros blessé. Meilleure actrice. J'avais beaucoup aimé Landy dans Dreaming Back to the Qing Dynasty, où elle avait pris cher, la pauvrette, pour sa bouille ronde et le crime de ne pas avoir pu être portée par son ablette de personnage masculin vilaine croche. Scandale! Eh ben, elle a toujours autant de charme, une jolie petite bouille, une énergie débordante, et j'ai adoré son personnage de rebelle, une fouteuse de merde pas quiche, celle qu'on préfère, et qu'on ne peut qu'applaudir dans toutes ses démarches et ses prises de décision. Une très belle héroïne. Et puis bien sûr Yaya, qui a été aussi une très belle révélation en dehors de son physique de rêve, c'est une femme sublime et qui a une sacrée présence à l'écran et parvient à nous donner aussi un personnage multifacette, de la jeune femme ingénue à la femme d'affaires avisée et déterminée, également un beau perso de femme amoureuse. Acteur dans un second rôle, j'avais absolument adoré cet acteur dans le rôle de l'eunuque compliqué de Yancy Palace et ce fut une joie de le revoir dans Warm on a Cold Night, dans le rôle du parrain protecteur et adorable de Lee Yi-tong, mais surtout shipper number one du petit couple. Je ne me suis jamais remise de sa disparition dans la série. Actrice dans un second rôle, Yuan Jan, qui joue le rôle de la concubine délaissée du monde des démons et mère du troisième prince héritier. Je l'ai shippé avec le père des jumelles, mais j'ai beaucoup aimé son perso, qui est une maman pleine de peps avec ses propres centres d'intérêt, beaucoup de personnalité, qui n'hésite pas à se moquer de son fils et à lui rentrer fréquemment dedans, et qui m'a étonnamment fait penser tout du long à Fran Drescher de Une nounou d'enfer. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le visuel que j'avais. Meilleure musique. Toute la bande originale de The Starry Love était à la hauteur en suivant le même patron que Ashes of Love, entre des versions chantées par Sa Ding Ding en personne et d'autres par Mao Bouyi, qui se font écho et qui ponctuent avec bonheur mais aussi parfois une grande mélancolie toute la série. Tout est bon là-dedans comme dans Le Cochon, mais je vais mettre à l'honneur le thème principal, Starry Love, et son refrain entraînant, voire même explosif, un nouveau bijou que je vais chérir dans mes playlists. Meilleure scène, les beaux baisers de Origin of Eternity, qui franchement valent la peine. Dans Forbidden Marriage, la scène de séchage du roi, mais aussi les scènes où le personnage masculin feuillette les revues porno que leur a glissé l'héroïne, soucieuse de leur frustration apparemment. Dieu sait si ça va leur retourner la tête. Dans Bad Romeo, une scène sexy dans une douche, la très belle scène sur le lit où le personnage masculin va poser la main de la fille sur son cœur pour lui faire comprendre qu'il l'aime toujours et qui est un rappel des promesses de leur jeunesse à un moment où normalement ils se détestent du feu de Dieu. Et puis bien sûr la proposition indécente où il lui offre de se donner à lui pour une nuit afin qu'elle se fasse pardonner le traitement qu'elle lui a fait subir de son point de vue et pour expier sa culpabilité. Bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, le haut du panier est intégralement trusté par The Starry Love. De sa scène de baiser et fruits tabous avec explosion d'essence pour le prince héritier dès l'épisode 3, en passant par le pont du destin. Alors quand je vous dis qu'il y a absolument tout ce que j'aime là-dedans, je ne mens pas, entre le violet, les ponts et tout le reste, c'est la fête à Claire. La scène de l'ombrelle en fleurs, parce que juste pour voir cette ombrelle en fleurs de brouillard, cette image est sublime. L'empereur que tout le monde croit s'être pissé dessus, alors ça fait partie des nombreuses scènes what the fuck, il y en a beaucoup. La scène des cadeaux cachés, alors qui m'a fait verser des larmes, je ne m'y attendais pas du tout, mais qui est vraiment très émouvante. Et puis bien sûr, je vais retenir le magnifique parallèle entraînement à l'épée qui intervient 2 fois dans l'histoire et qui est aussi chouette que le pirouette cacahuète de Ashes of Love. Seul scrogneux, la censure qui va nous priver de la nuit d'amour, mais dont on aura quand même les éclats sous forme de feux d'artifice et une très jolie scène juste avant. En dehors du très beau travail de la série
série alors qui bosse à fond sur le yin-yang, les parallèles. Tout ça se fait parfaitement, même si la réal, comme je l'ai dit, est parfois un peu faiblarde. J'ai vraiment aussi beaucoup apprécié tous les renvois à Ashes of Love, c'était cerise sur le gâteau en ce qui me concerne. C'est tout pour ce mois-ci, mais ça m'a fait énormément plaisir de revivre l'émotion de ce drama pour cette playlist d'avril. C'est toujours difficile de se remettre après une excellente série, et j'avoue que la playlist du mois prochain risque d'être un petit peu moins haute en couleurs, mais bon, on verra si on arrive à avoir quelques bonnes pépites. En attendant, comme d'habitude, eh bien, je me retourne vers vous pour me faire part de vos commentaires si vous avez vu les séries, de ce que vous aimez en ce moment, vos coups de cœur, vos wishlists, vos envies, vos coups de gueule, et on se retrouve le mois prochain. Bon binge watch!